Bien, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Vous me voyez? Si je peux avoir vos petits super, merci Maxime. OK, on est bon. Parfait. Donc on va attendre juste encore un petit instant, une petite minute histoire que, tout le monde se connecte et on démarre dans un instant. OK. Bien. Allez, donc c'est bon, on va démarrer. Eh bien, bonjour à tous, ravi de vous, retrouver. J'espère que vous allez tous bien. Je vous souhaite la bienvenue autour de cette seconde édition de webinaire axée sur le e-reporting, surtout pour ceux qui prennent le train en marche et qui n'ont pas suivi les trois précédents webinaires, puisque nous avions, depuis, mars 2025, organisé 4 webinaires autour du e-reporting et il fallait bien ça pour, comprendre le e-reporting. C'est notre aujourd'hui, ça sera notre dernier webinaire de cette seconde édition. Mais néanmoins, pour ceux qui en demandent encore ou qui veulent encore un peu plus d'infos ou qui veulent aussi, approfondir, on sera présent aux universités d'été, de Paris et on animera 2 ateliers, le mardi 9 septembre à 14h et à 15h avec, justement des représentants, de la DGFiP, qui sont sur le projet de la facture électronique et qui nous font d'ailleurs, l'honneur d'être, présents, aujourd'hui, sur ce dernier webinaire et on aura toute la possibilité de pouvoir, leur poser, des questions, hem, en fin de webinaire. Donc, pour rappel, on avait 4 webinaires d'organisés. Un 1er où, on faisait une introduction générale et une analyse détaillée de ce qu'était le e-reporting, des données de paiement. Le 2e webinaire en mai, qui était lui axé sur les données de transaction, mais au niveau, partie B2C. Et ensuite, un 3e webinaire, le mois dernier où, cette fois-ci, c'était orienté sur le e-reporting des données de transaction, mais sur le côté partie internationale, sur le E2BI et E2CI. Et enfin, voici notre dernier, webinaire où cette fois-ci, on va aborder, une méthode, en tout cas, voir un peu comment on peut, s'y prendre et se préparer, sur une méthode, de diagnostic. Et ensuite, on aura, loisir de poser toutes nos questions, aux représentants, du, projet, de la facture électronique, qui font partie de la DGFiP. Vous allez tous recevoir à la fin de ce webinaire, un mail où vous aurez la possibilité d'avoir le support. Et pour ceux qui sont membres du club Innovatio, exclusivement, vous aurez, un accès pour avoir le replay et pour avoir le support et d'ailleurs, je vous invite à vous connecter sur, une nouvelle application qui s'appelle Club Connect pour les membres, du club Innovatio où là, vous aurez vraiment, tous les replays des mois précédents, enfin des webinaires précédents. Donc ça, c'est pour les membres du club Innovatio et ceux qui ne sont pas membres, vous aurez juste le support, par mail. Donc, on va, démarrer. Pour animer ce dernier webinaire, exceptionnellement, on est 4. Nous avons Marc Lamordegal, qui je laisserai aussi se présenter, mais vous connaissez puisqu'il est là depuis le premier webinaire. Et nous avons, Estelle Prunier et Samuel Baudu qui sont eux, chargés de mission, à la direction des projets, facturation électronique de la DGFiP, que je laisserai aussi se présenter
et pour lesquels je vous remercie sincèrement d'avoir accepté l'invitation parce qu'on a pu voir que vous aviez un calendrier assez chargé. Donc encore merci pour pour avoir accepté d'être là parmi nous. Et vous commencerez d'ailleurs ce webinaire à introduire aussi ce webinaire. Et puis moi-même, Amélie Ramara, expert comptable et vice-présidente de la commission innovation. Donc, Marc, bonjour. Samuel et Estelle, bonjour. Je laisse la parole à Marc, puis après à Estelle et Samuel. Marc, on ne t'entend pas. Le micro. Micro. Oui, le micro s'était désactivé. Toutes mes excuses. Bonjour à tous. Bon, pour ma part, vous me connaissez, je pense pour beaucoup. Je suis donc expert comptable spécialisé sur ces sujets fiscalité informatisée. Et je suis aussi président d'un opérateur de dématérialisation dédié au e-reporting qui s'appelle OTK et de Conféro, éditeur de solutions de conformité fiscale pour la profession. Et donc, Estelle, Estelle, Oui, bonjour à tous. Donc, Estelle Prunier, je suis chargée de mission à la direction de projet facturation électronique qui est rattachée à la direction générale des finances publiques. Voilà. merci. Et Samuel. Bonjour à tous, donc Samuel Baudu, chargé de mission aussi à la direction de projet facturation électronique de la DGFiP. Peut-être pour expliquer avec Estelle et puis notre collègue Mathieu, on travaille spécifiquement, nous, sur les aspects de normalisation du projet, juridique du projet. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Super. Eh bien, merci. On va pouvoir commencer. Marc, est-ce que tu peux afficher le plan? Voilà, je suppose que vous le voyez là. C'est bon? Donc, on va évoquer justement, profiter de la présence de DGFiP pour quelques actualités. Et je pense que ça sera intéressant que vous nous mettiez en avant toutes les démarches entreprises pour évangéliser et avancer sur cette réforme, notamment dans le cadre de la commission AFNOR. Et puis, on va aborder ensuite, c'était le thème de ce webinaire, une démarche de diagnostic qui sera plus large que celle simplement du e-reporting, parce qu'on ne peut pas s'intéresser qu'à ce sujet quand on fait un diagnostic. Ce sera tout le sujet de la réforme, en réalité, en essayant de l'illustrer concrètement à travers un outil, des outils de diagnostic qui vous seront présentés rapidement et de façon à laisser suffisamment de temps pour des échanges avec la DGFiP. Voilà. Donc, je vous propose que Estelle, Samuel, vous nous parliez un peu du calendrier de la réforme. Oui, merci Marc. Ben, je vais commencer. Alors, pour rappeler une chose, la date le calendrier de la réforme, la date d'entrée en vigueur de la réforme. Alors, pourquoi je pense que c'est bien de commencer à en parler, parce que de commencer à parler de ça, parce qu'on a entendu qu'il y avait des entreprises qui craignaient, et même des experts comptables qui craignaient un report, qui entendaient parler de report. Alors, peut-être pourquoi on a ces rumeurs, pourquoi on entend des choses dans ce sens-là, parce que c'est vrai qu'on a eu, et c'est important de le rappeler, je pense, 2 séquences politiques ces derniers mois importantes. Déjà, à l'automne, on a réorienté le projet. Hein. Initialement, on avait prévu de construire un portail public de facturation qui serait à disposition des entreprises pour assurer leurs obligations pour la réforme. Et finalement, on a décidé de se recentrer sur des fonctions côté public, les fonctions d'annuaire et de concentrateur des données, laissant aux plateformes, au PDP, le soin de pousser les factures parce que c'est leur métier. Et donc ça, c'est la première chose. Donc on ne s'est pas désengagé du projet, on a choisi de le réorienter, de le recentrer justement pour tenir ce calendrier-là. Et quelle est l'autre séquence politique, une séquence un peu plus récente, là, en avril, lors du débat sur la loi simplification, où il y a eu en effet des rumeurs de report parce que en commission sur la loi simplification, une proposition de report du projet avait été adoptée, mais finalement repoussée en séance publique, parce que nous étions contre, parce que nous étions aussi pas les seuls, puisque des opérateurs, des experts comptables notamment, sont montés au créneau pour aller auprès des experts comptables, auprès des parlementaires pour repousser ce report.
Alors, pourquoi je parle de ces 2 séquences au moment de parler du calendrier? C'est pour vous dire que la date du 1er septembre 2026, pour le début de la réforme, elle est entérinée. On a eu des séquences politiques qui ont pu la remettre en cause. Nous, on a toujours gardé ce cap et on n'était pas les seuls. Les opérateurs, les experts comptables, des fédérations d'entreprises et les plateformes, tout le monde était avec nous et pour maintenir ce calendrier. Donc, c'est un rappel ici. Le 1er septembre 2026, c'est bien le début de la réforme, pas de report prévu. C'est une entrée en vigueur progressive, puisque cette obligation s'appliquera dans un premier temps aux grandes entreprises et aux entreprises de taille intermédiaire, après une entrée progressive 1 an plus tard pour les plus petites d'entre elles. Attention, ça veut quand même dire obligation pour les grandes entreprises au 1er septembre 2026 d'émettre leur facture en forme électronique. Ça veut dire même date, obligation pour les petites de recevoir leur facture dans leur facture électronique. Parce que forcément, elles peuvent être clientes des grandes entreprises. Donc, premier point que je voulais rappeler, c'était le calendrier. Pas de report annoncé, pas d'autres rumeurs, tout est écarté. Donc, rassurez-vous, si ça peut vous rassurer, 1er septembre 2026, c'est bien la date qu'on conserve et ce sera la date d'entrée en vigueur de la réforme. Peut-être avant cette date-là, quelles sont les prochaines étapes? Merci Marc pour le support. Quelles sont les prochaines étapes, puisqu'il y a quand même quelques petites choses à faire avant cette généralisation au 1er septembre 2026. Donc d'abord, comme je l'ai annoncé, il y a une modification du périmètre du projet qu'on a arbitré, nous, à l'automne dernier. Donc ça veut dire qu'il va falloir changer le cadre juridique du dispositif. Donc c'est quelque chose que nous, on a mené depuis le début de l'année, qu'on mène encore avec les opérateurs pour produire pour le PLF 2026, donc pour le projet de loi de finances 2026, un article en loi de finances qui visera à retirer tout simplement le portail public de facturation, la possibilité pour les entreprises de recourir au portail public de facturation pour pousser des factures et surtout émettre leur e-reporting, puisque c'est un webinaire sur e-reporting. Donc là, on est en train de travailler dessus et donc fin d'année, le cadre légal législatif sera adopté. Début d'année prochaine, le cadre réglementaire sera adopté avec les décrets et l'arrêté qui sont les éléments un peu plus techniques du projet, dans le cadre juridique du projet. En même temps que ça, à la fin de l'année, on va engager, nous, une grande campagne de communication grand public, l'évangélisation dont Marc parlait. Nous, en effet, comme Amélie le rappelait, on a beaucoup de choses sur le feu côté des PFE parce que on a des travaux de sécurisation, de normalisation, on a de la communication, beaucoup de travaux pour la communication sur lesquels on travaille, mais ça ne nous empêche pas de venir puisque ça fait partie de nos missions d'évangéliser un peu sur la réforme. Donc voilà pour ces étapes-là. Et début d'année prochaine, en parallèle donc, de la stabilisation du cadre réglementaire, on a aussi l'ouverture du pilote pour les PDP qui seront immatriculés définitivement. Donc, l'immatriculation définitive des PDP devrait, elle, intervenir d'ici la fin de l'année, début d'année prochaine. En fait, c'est surtout l'AIFE qui a la main là-dessus. Et donc, toutes ces étapes-là nous amènent au 1er septembre 2026 avec la généralisation de l'obligation d'émission de factures électroniques et surtout, pour ce qui vous intéresse, d'e-reporting, pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire. Voilà, merci. Donc, peut-être juste un autre rappel donc je les ai un peu rappelé nos travaux, nous, sur la sécurisation du cadre de la réforme, parce que, comme je l'ai dit, on a donc arbitré à l'automne dernier le fait de ne plus proposer, nous, administration, de ne plus proposer de plateforme pour les entreprises pour leur permettre de satisfaire leurs obligations de invoicing et de e-reporting pour la réforme. Donc, on est obligé de travailler pour refondre le volet juridique de la réforme. Donc, ça veut dire refondre des textes. On associe les opérateurs de ça. Marc, vous participez au groupe régulation auquel on a présenté toutes les avancées du cadre juridique, tout ce qu'on modifie. Mais alors, il n'y a pas que des modifications, il n'y a pas qu'une modification sur le portail public de facturation. Il y a d'autres modifications du cadre la réforme qu'on a modifié, notamment quelque chose qui peut intéresser ce webinaire sur les reporting, c'est qu'on a touché un petit peu au périmètre du e-reporting. Déjà, on a ajouté quelques opérations dans le champ du e-reporting qui n'étaient pas prévues initialement. Alors pourquoi? Parce que
dans les objectifs qu'on a de la réforme côté administration fiscale, on veut bien sûr avoir une vision large, la plus complète possible de l'activité des entreprises. Et on veut aussi fournir aux entreprises à terme un pré-remplissage des déclarations de TVA. Donc pour ça, il faut, puisque la facturation électronique n'est que sur une partie des opérations des assujettis, on a besoin de l'information sur les autres opérations pour pouvoir avoir un pré-remplissage le plus complet possible. Donc c'est pour ça que le e-reporting existe à la base. Le reporting de transaction, il existe, c'est pour compléter les informations dont on va avoir besoin pour pré-remplir la déclaration de TVA. Donc, il y avait des manques, il y avait des opérations qu'on n'avait pas, donc on a demandé en plus. Il y avait aussi certaines opérations qui étaient à la fois dans du e-reporting et dans de la facturation électronique qu'on a choisi de garder uniquement en e-invoicing. Donc, c'est par exemple le cas des opérations... je ne vais peut-être pas trop rentrer dans le détail ici, mais des opérations entre certains DROM, donc Guadeloupe, Martinique, Réunion, où la TVA est applicable, et la métropole, et d'autres cas, par contre, où on a des opérations qui vont plutôt basculer dans le champ du e-reporting. Donc, c'est le cas des livraisons intracommunautaires, notamment, qui sont réalisées entre deux assujettis établis en France, mais dont l'un utilise son numéro de TVA intracommunautaire délivré par un autre État membre. Ces opérations-là, avant, elles étaient dans le champ des deux obligations, et on les rapatrie uniquement dans le champ du reporting. Donc voilà, c'est important aussi de vous présenter ces aspects-là sur le volet juridique, parce qu'il y a un impact, pas sur la façon de faire du reporting, mais sur ce qu'il va y avoir dans le e-reporting. Donc tout ça nous amène sur le volet juridique à un article en loi de finances sur lequel on est encore en train de travailler. Là, on arrive en fin de course, mais les derniers kilomètres sont toujours les plus denses, donc on ne chôme pas. Et donc on arrivera à une fin d'année à une adoption de cet article en loi de finances, si tout va bien. Donc, à côté de cet aspect juridique-là, j'ai un écho. Ouais. Je ne sais pas si quelqu'un a un micro ouvert. Mais... Pardon. Donc, à côté du volet juridique, nous avons aussi un volet normatif. Donc, j'ai un écho. Je marque, je ne sais pas si c'est vous, votre micro ouvert, mais j'ai un écho. Peut-être, je vais couper mon micro. Pardon. Merci. Oui, à côté du volet juridique, là, on a aussi un aspect normatif, puisqu'on ne définit plus, nous, des normes de facturation, tout ça. Donc, on a réactivé une commission de normalisation AFNOR qui travaille sur tous les flux de factures et aussi le e-reporting. Là, peut-être que Marc, vous aurez l'occasion d'en parler, puisque vous êtes le pilote du sous-groupe qui s'occupe du reporting au sein de la commission. Donc, on travaille là-dessus. Je pense qu'on a des publications spécialement sur le reporting qui arriveront, alors je ne sais pas quand, je ne sais pas si vous reviendrez dessus, mais plutôt en fin d'année, plutôt à la rentrée automne, je crois. Voilà, et nous, à côté de ça, mais ça intéresse peut-être moins le volet reporting, plutôt la facturation électronique. Nous, on est en train de devenir autorité PayPal France pour permettre. En fait, le réseau PayPal est un réseau qui assure l'interopérabilité entre les plateformes et qui permettra demain aux PDP qui sont inscrits dessus d'échanger des factures directement. Voilà. C'était ce que je voulais présenter sur nos travaux juridiques et normatifs. Et je vais maintenant laisser la parole à Estelle pour les autres aspects qu'on voulait vous présenter aujourd'hui. Effectivement. Merci Samuel. Donc moi, je vais vous parler de l'accompagnement des entreprises et de la communication qui est faite à destination donc, de ces entreprises. Donc voilà, comme vous le savez, c'est une très grande réforme qui va concerner toutes les entreprises assujetties à la TVA. Donc, qui dit changement, dit accompagnement du changement. Donc pour cela, que fait la DGFiP ? Eh bien, la DGFiP a notamment mis en place depuis septembre 2022, donc quasiment 3 ans, une communauté des relais. Ah, je vois qu'on n'entend rien. Vous m'entendez ou pas? Ou c'est qu'une personne qui ne m'entend pas bien? Si? D'accord, ok, on entend, c'est bon. Ok, donc je reprends. Donc la DGFiP a mis en place une communauté des relais depuis quasiment 3 ans. Donc cette communauté, en fait, elle se réunit à peu près tous les 3-4 mois et elle rassemble 300 membres. Donc il y a des fédérations professionnelles, des plateformes, des administrations, des professionnels du conseil aux entreprises. Et l'objectif de cette communauté, c'est de s'appuyer donc sur ces différents membres pour relayer l'information
et accompagner les entreprises dans cette réforme. En parallèle, on se déplace, hein, donc la direction de projet, on est 8 personnes et on se déplace très régulièrement dans les départements, hein, à la demande de nos directions locales ou alors des chambres de commerce et d'industrie ou des chambres de métiers d'artisanat. Donc on se déplace et pour effectivement expliquer la réforme aux petites entreprises notamment. En plus de cela, évidemment, sur le site impôts.gouv.fr, vous avez donc un espace qui est dédié à cette réforme, à la facturation électronique, dans la rubrique professionnelle. Alors, vous y trouverez de la documentation qui présente cette réforme avec le rappel du calendrier que vous a présenté Samuel. Vous avez des fiches, vous avez des questions-réponses, des foires aux questions et vous avez également la liste des plateformes agréées qui sont donc immatriculées sous réserve. Donc, à ce jour, il y a quasiment une centaine de plateformes qui ont été immatriculées par l'administration, toujours sous réserve, parce qu'il y a encore des tests à réaliser. Donc, à venir, à partir de septembre, on va vous mettre à disposition un outil d'autodiagnostic pour que les entreprises puissent un petit peu connaître leurs obligations. Fin 2025, il va y avoir une campagne de communication nationale avec des kits de communication. Donc, ça va être relayé au niveau des directions départementales des finances publiques. Et ensuite, donc fin 2025, début 2026, vous allez voir une campagne de communication grand média, donc dans la presse. Et cette campagne va être destinée donc à toucher toutes les entreprises et notamment les plus petites, car on sera à moins de 9 mois du grand jour. Voilà ce que j'avais à préciser sur ces éléments d'accompagnement et de communication. Merci. Donc, pour reprendre tout ce qu'Estelle disait, vous avez ici tous les liens correspondants. Merci beaucoup. Et pour reprendre le point que soulignait donc Samuel sur l'AFNOR et les travaux de la commission, en ce qui concerne le e-reporting, effectivement, on va essayer de publier une première phase. Le calendrier ultime était fixé à fin février parce que le reporting a un certain retard par rapport au e-invoicing. Il y a eu des travaux antérieurs à la constitution de la commission AFNOR pour la facture. Par contre, pour le e-reporting, il reste plein de sujets, de cas d'usage à creuser. Et comme à chaque fois, je réinsiste en soulignant qu'il faut que vous nous les remontiez pour qu'ils les traitent en réunion. Et je voudrais témoigner du fait qu'il y a beaucoup d'échanges avec la DGFiP sur le sujet. Et c'est vrai aussi pour les évolutions sur les textes qu'évoquait Samuel tout à l'heure. Il y a un dialogue avec l'ordre, avec beaucoup d'acteurs qui permettent de co-construire. Donc, l'objectif de ce webinaire, c'était quand même de parler d'une démarche d'analyse. On aura une grosse demi-heure pour évoquer ça, donc je vais aller assez vite quand même. Vous avez entendu que la DGFiP doit proposer déjà un outil, mais j'ai cru comprendre que ça serait d'abord un outil de sensibilisation pour les entreprises. Là, on va parler d'une démarche d'analyse de conseil que peut apporter l'expert comptable à ses clients pour les orienter sur les travaux de mise en conformité et leur niveau donc, de conformité aux exigences de la réforme. Donc, l'approche, c'est vraiment cartographier les spécificités de l'entreprise, c'est s'intéresser à chaque cas, donc, parce que chaque entreprise a des activités différentes et son état des lieux au plan fiscal reste à faire. On a vu que le calendrier de la réforme dépendait de la taille des entreprises. Parfois, on a des sujets, parce que si vous prenez le cas des assujettis des groupes de TVA, qui ont choisi de faire partie d'un groupe de TVA et qui devraient, en tant que PME, passer dans la réforme en septembre 27, qui en réalité passe dans la réforme en émission dès septembre 26 parce que c'est un groupe de TVA. Vous avez toute la question des systèmes d'information et les processus que gèrent ces systèmes d'information pour la facturation, pour la réception des factures, pour les recettes auprès des B2C. Et il faut vraiment inventorier ces systèmes. Et puis, vous avez derrière le métier de la profession qui va être de quand même
opération et on va voir aussi peut-être le e-reporting avant transmission, puisqu'on va envoyer le e-reporting avant la CA3 et c'est peut-être intéressant que tout ça soit relativement cohérent entre déclaration de TVA et envoi de e-reporting. Mais évidemment, tout ça aboutit à un niveau de risque qu'on va qualifier pour préparer le client. Voilà la démarche proposée. Donc, et quand on rentre dans le détail, c'est clair que la TVA, c'est quand même la clé d'application de la réforme, le sous-jacent. Donc, il faut quand même se réintéresser aux règles d'assujettissement. Il peut y avoir des entités qui ont opté et qui sont en principe exonérées, par exemple, et donc celles-là rentrent dans le champ de la réforme. Il peut y avoir des rythme mensuel ou trimestriel suivant la taille. Il ne faut pas oublier que les franchisés en base, en termes de reporting, s'ils ont des opérations B2C ou à l'international, vont être aussi obligés d'envoyer des informations, ce qui fait que le champ des acteurs concernés est beaucoup plus large que celui des redevables de la TVA. Les redevables de la TVA, c'est à peu près 4 millions d'eux. Les assujettis à la TVA, c'est 8 millions. Donc, on est quand même sur une échelle très importante. Donc, quand je regarde l'application de la TVA pour mon entreprise, je dois regarder les questions d'autoliquidation, des particularités comme la TVA sur la marge, la question des faits générateurs et de l'exigibilité pour les prestations de services. Est-ce que l'entreprise a opté sur les débits ou pas? Si elle a opté sur les débits, comme on l'avait déjà évoqué auparavant dans les précédents webinaires, elle peut être dispensée du reporting de paiement. Donc, il faut vraiment identifier les régimes et les flux en qualifiant les opérations. Est-ce qu'il s'agit de B2B, de B2B international, auquel cas on rentre dans le champ du e-reporting? Est-ce que c'est du B2C, donc e-reporting de transaction? Est-ce que c'est du B2G? Donc là, il y a Chorus Pro, mais on peut aussi passer par une plateforme PDP pour envoyer des données. Quel choix devra faire mon client là-dessus? Et il faudra catégoriser les opérations en fonction des livraisons de biens, prestations de services ou opérations mixtes, parce que c'est une information qu'on devra transmettre dans le cadre du e-reporting. Donc, qualifier les opérations de l'entreprise, c'est rentrer beaucoup plus dans les détails et notamment rentrer sur la question de la politique financière et commerciale de l'entreprise, les acomptes, les financements, tout ça a un impact sur les flux et les statuts de paiement des factures. Il peut y avoir des bons à usage uniques ou multiples, donc pour tout ce qui est paiement ou même vente de ces bons aux entreprises. Et il faudra se poser la question de l'organisation de l'entreprise, comment elle exerce son activité à travers plusieurs établissements. Est-ce que dans ces établissements, quand on prend le prisme e-reporting, il y a des systèmes de facturation ou des systèmes de caisse? Et comme il faut remonter les données au niveau SIRET puis Sirène, à la MySirène pour les envoyer dans le cadre du e-reporting, il faudra bien faire cette analyse pour tracer la remontée des informations, s'assurer qu'elle se fera bien. Il peut y avoir des cas particuliers comme des mandats de facturation, et il peut y avoir de la gestion pour le compte de tiers, des paiements pour le compte de tiers, des schémas complexes. Il peut y avoir pour la facture aussi des opérations triangulaires. Tout ça, c'est des points qu'il faudra analyser dans le cadre du diagnostic en regardant aussi l'angle volume des factures et nombre de systèmes de caisse. Éventuellement, sur les factures, il y a la dimension pour le B2B international et le reporting, des langues et des formats, puisqu'il peut y avoir des pays donc, avec qui on a des contreparties en achat ou en vente, sur lesquels, évidemment, les factures n'ont pas les informations dans la langue prévue, donc ça pose un certain nombre de questions. Donc, il faudra vraiment qualifier les contreparties dans les opérations entre France, Union européenne, hors Union européenne, clients assujettis ou pas, et éventuellement des opérations pour lesquelles, au titre des achats, on doit donc faire du reporting donc international. Donc, il faut vraiment analyser l'ensemble des opérations avec en plus les modes de paiement pour le regard e-reporting de paiement. Et cette réforme, elle a forcément un impact pratique. En fait, la réforme au cas d'usage suivant les activités. Dans le cadre du e-invoicing, l'AFNOR a publié une norme déjà. Donc, et vous avez la liste des 36 cas répertoriés pour le e-invoicing. Ils existaient déjà dans les spécifications fonctionnelles publiées par la IFE. Et je vous invite à les regarder. Et en tout cas, dans le diagnostic, il faudra s'intéresser à ces cas d'usage pour savoir si votre client rentre dans le champ. Si je suis dans le champ de la défense, je ne devrais pas transmettre mes factures s'il s'agit de factures pour des opérations relevant de la sécurité nationale de la défense.
Si je suis un notaire, si j'ai des cas particuliers sur le secret professionnel, si je fais de la restauration, si je suis un auteur, si je suis une société d'autoroute, etc. Il y a toute une série de cas à prendre en compte et de sujets qui sont communs entre e-invoicing et e-reporting. C'est le cas de la TVA sur la marge, c'est le cas des ventes de bons cadeaux à usage unique ou à usage multiple, c'est le cas des acomptes, des escomptes, des débours, des arts. Et en ce moment, dans le travail e-reporting, la liste des cas d'usage s'allonge. Et vous avez donc, si je prends par exemple le sujet des plateformes de marché, si on est dans un intermédiaire transparent ou opaque, donc de l'obligation de e-reporting, on a évoqué ces sujets lors des précédents webinaires. Vous voyez, il faut les parcourir dans le diagnostic pour identifier vraiment les particularités d'usage et de flux de chaque entreprise. Et en prendre un peu de hauteur et se dire, bah, au final, quelles sont les obligations qui sont applicables à l'entreprise en termes de invoicing, en termes de reporting de transactions, en termes de reporting de paiement. Et puis, est-ce que j'ai des règles spécifiques à l'activité en termes de facturation? Si je prends le cas de l'énergie, par exemple, il y a d'autres réglementations qui imposent sur la facture d'électricité ou de gaz de détailler toute une série d'informations sur la consommation, ce qui fait que parfois les factures ont d'ailleurs un volume extrêmement important. Sur des factures grand compte EDF, on peut parler de plusieurs mégas ou centaines de mégas parfois de taille de PDF. Hein. Donc ça pose des problèmes d'information et ces sujets sont traités dans des balises ou dans d'autres modes pour afficher ces informations parce qu'il faut bien les communiquer aux clients. Donc, je vous invite sur ce point à aller voir les publications FNOR qui détaillent tous ces sujets qui seront évidemment complétés au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Donc, l'angle qu'il faut avoir, c'est est-ce qu'on est capable de générer les bonnes informations avec le bon format? Est-ce qu'on est capable de les transmettre dans les délais, avec la bonne fréquence? Est-ce qu'on est capable de recevoir les factures et de les exploiter? Donc, c'est toute la connexion à la PDP qui est interrogée ou au PDP. On a le droit d'avoir plusieurs PDP d'ailleurs et spécialiser les PDP sur la réception et sur l'émission ou sur plusieurs types de facturation. Donc, derrière, il faut être capable de gérer le cycle de vie des factures en termes de paiement, rejet de facture éventuellement. Donc, cette analyse, il faut le faire pour chaque entreprise. Et donc, savoir si on est capable d'avoir les bonnes mentions sur les factures. Je vous rappelle qu'il y a des mentions supplémentaires au fur et à mesure de l'avancement de la réforme. Là aussi, on l'a évoqué dans les précédents webinaires. Des balises, des statuts de factures à gérer. Et du côté du e-reporting, on a insisté là-dessus la dernière fois. Est-ce que j'ai les bonnes informations pour peupler le fichier de e-reporting? On avait vu les données qu'il faut mettre dans le fichier de e-reporting la dernière fois. Il y a un sujet qui va être clé quand même, puisque l'annuaire commence à être ouvert, c'est l'inscription sur l'annuaire des entreprises, avec notamment ce qu'on appelle le code routage pour les services destinataires, pour faire simple, donc des factures. Donc, et puis, il y a un angle d'attaque, parce que ces gens-là ne sont pas dans l'annuaire. Est-ce que j'ai des clients qui ne sont pas assujettis, donc qui relèvent du e-reporting, potentiellement côté émetteur, mais qui, du côté réception, donc, doivent recevoir des factures? Elles peuvent les recevoir dans les modes traditionnels actuels, mais au fond, si on veut gagner de la productivité, est-ce qu'il ne faut pas se poser la question de trouver des solutions proches de celles des PDP pour pouvoir leur adresser les factures dans un format facture électronique? Parce que ces gens-là, ils vont être contactés par les grands comptes, puis les PME, TPE pour leur envoyer des factures. Or, il n'y a pas d'obligation de passer par une PDP pour leur adresser les factures. Il y a des PDP qui travaillent sur ces sujets. Donc, du côté informatique, il faut à nouveau se reposer la question de la capacité à mettre les factures avec les formats du socle, avec les notions, avec un lisible, ce que doit avoir l'œil humain pour pouvoir donc contrôler quelque part la facture. Il y a la donnée informatique et il y a le lisible. Et c'est l'occasion, accessoirement, c'est pas dans la réforme, mais c'est les dispositions fiscales du livre de procédure fiscale, de se poser la question donc des règles de conservation de la piste d'audit. Et du côté B2C, comment on collecte et on génère les données pour faire ces fichiers de e-reporting? Il faudra les agréger à la MySIRET Sirène. Donc, comment on le fait? Est-ce qu'il y a des corrections à faire? Dans les cas d'usage du groupe e-reporting, on a bien identifié des corrections dans un certain nombre de cas.
Et du côté du système de facturation, certains systèmes de facturation ne font pas de distinction entre facture B2B et facture B2C. Et donc, il faudra bien orienter les deux, puisque les facturettes, les factures entre guillemets destinées aux clients B2C, il faudrait les agréger avec les recettes de caisse dans le fichier de e-reporting. Donc, il faut bien pouvoir discriminer les deux. Donc, il y a un travail d'analyse du système d'information, d'inventaire à faire avec cette clé de lecture. Et puis, il y a le travail d'analyse en termes de calendrier à la mission. Est-ce que d'ailleurs, on ne peut pas anticiper pour certains clients à l'émission, parce que quand je le vois auprès de groupes que je conseille, il y a la problématique, par exemple, de la grande distribution qui dit aujourd'hui, bah, avec la centrale d'achat, moi je suis en train de passer avec mes grands fournisseurs pour 26. Peut-être que certaines grosses PME, j'aimerais bien qu'elles passent dès 26, et donc il y a un peu de pression sur le sujet. Donc, et puis, il y a toute la question de tester tout ça. Et il faut classer les fournisseurs et les clients. Donc, je parlais de l'annuaire. Il y a quand même tout ce travail d'analyse des fichiers clients et fournisseurs. Et il faudra classer les fournisseurs entre grandes entreprises ETI, PME, TPE pour savoir quand on reçoit les factures de qui en pratique. Il peut y avoir des fournisseurs qui sont hors champ parce que ce ne sont pas des assujettis à la TVA. Donc, il y a cette question de la gestion du basculement. Donc, tout ça a un impact sur les process de validation des factures, process de comptabilisation, de validation des déclarations. Il vaudrait mieux à terme que tout ça soit cohérent entre les aides de caisse ou plutôt fichiers de reporting émergés par Sirène, les enregistrements comptables, et ça pose la question du chemin de révision, de la piste d'audit aussi. Et du côté des experts et des responsables financiers pour les PME, donc la validation des déclarations, des transmissions, puisqu'on envoie en principe par décade, peut-être que ça évoluera, ou mensuellement, voire bimestriellement pour les franchisés en base, les données de e-reporting. Donc, avant l'envoi de la CR3, les factures, elles sont au fil de l'eau. Et le reporting de paiement, je vous rappelle que c'est à N+10. Donc, tout ça est avant l'envoi de la CR3. Donc, ça mérite de se pencher sur la cohérence et le process global. Et ça pose la question de l'automatisation, et c'est l'occasion de revisiter la codification des comptes en termes de TVA pour peut-être automatiser un peu plus la partie comptabilisation et la cohérence d'ensemble. Donc, en pratique, juste pour illustrer ça, vous verrez que vous avez des cas très concrets. Je peux avoir une entreprise qui a plusieurs SIRET, et il faut se poser la question de savoir qui est le redevable, entre guillemets, de l'obligation de e-reporting et de e-invoicing, parce que parfois, c'est mélangé dans la tête de nos clients. Je prends le cas de la grande distribution ou le cas des stations-service, et en fait, on s'aperçoit que pour un même site, et parfois les mêmes exploitants, il y a plusieurs sirènes. On a même des cas de multifacture sur une facture ou sur un ticket de caisse, où il y a deux sirènes qui sont affichées alors que c'est deux entités juridiquement séparées, redevables indépendamment de l'obligation d'envoi du invoicing et du reporting. Donc, il faut analyser un cas le schéma contractuel. Vous pouvez avoir la problématique des franchisés, par exemple, et des franchiseurs. Il y a aussi des questions autour des systèmes de paiement. Parce que vous prenez des cartes de paiement, par exemple, dans le carburant, et il y a des cartes qui sont en fait des cartes de paiement du côté des clients, qui en fait sont le véritable client de la facture, parce que c'est ces opérateurs de paiement qui payent pour le compte d'eux et qui émettent une facture à la personne de passage à la station-service. Il y a la question des applications informatiques concernées. Vous prenez un hypermarché, en fait, et vous avez une extrême variété de systèmes, depuis la caisse traditionnelle, qui peut d'ailleurs être centralisée, voire éventuellement centralisée au niveau du groupe, même dans certains cas, bien que ce soit des structures indépendantes juridiquement. Et puis, vous pouvez avoir des pompes à essence, vous pouvez avoir le drive et click and collect, le e-commerce, etc. Autant de sites ou de systèmes de facturation qu'il va falloir ramener à la MySiret et Sirène pour envoyer le fichier de e-reporting. Ça pose la question aussi du paramétrage des systèmes pour s'assurer qu'on distingue bien les prestations de services livrées bien, les transactions mixtes, la TVA sur la marge, etc. Des sujets qu'on a déjà évoqués dans les précédents webinaires.
En pratique, d'ailleurs, sur certains systèmes de facturation, il peut y avoir des problèmes de cut-off, entre guillemets, parce qu'il faudra bien voir juste quand, puisqu'on fait un regroupement par journée pour le reporting, quand s'arrête la journée. Ça peut être d'ailleurs une fin de journée qui peut être postérieure à la journée calendaire, parce qu'en termes de gestion, par exemple, le bistrot s'arrête à 2 heures du matin. L'important, c'est d'avoir la même règle. C'est d'ailleurs un cas d'usage qu'on a regardé dans le groupe e-reporting qui sera publié, où on vous expliquera bien clairement comment c'est fait, mais retenez que c'est la date à laquelle la caisse est clôturée, clôture la journée, et en pratique, la journée peut être clôturée, par exemple, à 2 heures du matin. Donc, c'est l'occasion aussi que vous visitiez vos autres obligations pour votre client. La conformité au système de caisse, je vous rappelle qu'il y a l'obligation de certification qui a été instaurée et généralisée depuis février dernier, que le BOFIP est sorti sur le sujet, et il n'y a plus d'auto-attestation des systèmes de caisse, et tous les systèmes de caisse doivent être certifiés, et qu'on a jusqu'au 31 août pour déposer les demandes de certification. Et en principe, ils doivent être prêts à compter de mars avec des certificats présentables en cas de contrôle des vérificateurs. Donc, attention à ce point-là. Et donc, ça fait beaucoup de choses pour les commerçants à gérer. C'est l'occasion de reposer la question de l'archivage, de la conservation des données, qui peut être fait partiellement par des PDP, même pas complètement. C'est l'occasion de se poser la question de la comptabilisation et d'être prêt pour les demandes de traitement informatisé dans le cadre du contrôle fiscal informatisé et la piste de lissage. Ce que je veux vous souligner, c'est que il y a la réforme, il y a le diagnostic, mais évidemment, elle ouvre des portes sur d'autres missions et d'autres sujets. Et je vous rappelle que vous pouvez faire des comptabilisations des opérations de façon agrégée. C'est des choses qui avaient été traitées dans le cadre des instructions fiscales sur le FEC. Donc, pour faire un focus sur le reporting, tout ce qui est caisse, on a le droit de faire une centralisation à la journée ou au mois et d'avoir des écritures agrégées par journée ou par mois. Donc, puisque la caisse est considérée comme une application de métier. Donc, on retrouve un peu la même logique que le fichier de reporting. C'est là où je vous ai évoqué que c'est intéressant d'être d'équerre et d'avoir la même approche en termes comptables. Si je comptabilise à la journée, si je comptabilise au mois, et il faut que la traçabilité de l'opération et que la remontée de e-reporting, la constitution du fichier soit cohérente avec quelque part la comptabilisation. Voilà, donc je vais vous parler maintenant, pour le cœur du sujet, des outils. Donc, sachez qu'il y a déjà des guides de diagnostic que le CNOEC a réalisés. Vous pouvez trouver sur le site en vous connectant avec votre compte expert comptable, et qui sont des outils très orientés vers le fonctionnement du cabinet. Donc, c'est plutôt une vision du cabinet et du portefeuille du cabinet, avec un guide sous forme de PDF à remplir et de fichiers Excel. Donc, on parcourt l'ensemble du portefeuille client. On vous invite à le faire, et vous pouvez faire une cartographie des clients du cabinet avec ces fichiers Excel. Je vais essayer d'en afficher un. D'ailleurs, tout à l'heure, je ferai tout à l'heure avant de vous montrer mon outil, l'outil que nous avons développé nous en tant que conférent. Donc, simplement, ce que je veux souligner, c'est que vraiment le diagnostic s'impose, parce que la gestion de projet, il faut la démarrer très vite. En fait, il y a beaucoup d'entreprises qui ne sont pas prêtes, qu'il faut accompagner, même les TPE. Et la conclusion pressentie, c'est que les données ne sont pas toujours disponibles à temps au bon format, que les factures ne sont pas au bon format. Et en plus, pour le e-reporting, il y a des retraitements ou des agrégations pour constituer le fichier, et les systèmes ne sont pas prêts. On sait que les systèmes de caisse ne le sont pas. Il y a des solutions pour connecter les systèmes de caisse et faire cette constitution du fichier de reporting. Nous, en tant qu'opérateur de e-reporting, on sait le faire. Je mets ma casquette d'éditeur là. Et il y a d'autres solutions probablement qui sortiront sur le marché. Parce qu'il n'y a pas de standard dans les systèmes de caisse. Donc, il faut aller lire la donnée jusqu'au niveau du DIC pour constituer, ou jusqu'au niveau de l'archive de caisse, d'où l'importance d'avoir des caisses archivées et qui sont conformes pour pouvoir préparer ce fichier de e-reporting. Vous pouvez toujours saisir le fichier de e-reporting sur un portail de PDP, mais c'est vraiment quelque chose de chronophage. Comme je vous l'avais dit la dernière fois, on a calculé qu'il fallait entre 300 et 600 lignes selon les activités, les spécificités pour chaque caisse à saisir mensuellement. Pour un cas, ça va, mais ça va être très vite chronophage et puis source d'erreur. Donc, le mieux, c'est d'automatiser tout ça. Donc, c'est le moment de vous parler de
une autre approche qui est l'outil de diagnostic que je parcours très rapidement, que nous avons développé et que nous sortons en volume en septembre et au congrès. Donc, vous pourrez voir en congrès, ou on peut faire en démo en fin juillet si vous le souhaitez. Et donc, je vais passer directement à la démarche de cet outil. Donc, il parcourt toutes les obligations et avec un chemin de questionnement, il vous aide et de détection automatique à partir du fichier des écritures comptables et de l'analyse fiscale à définir quelles sont les obligations applicables pour l'entreprise considérée. L'idée, c'est d'avoir un outil industriel parce que quand on considère les 3,4 millions d'entreprises TPE, PME accompagnées par les experts comptables, il faut vraiment industrialiser la démarche pour accompagner les clients. Donc, on le fait à partir des données que vous avez, qui sont les données comptables, voire les données de facture. On analyse les flux d'achat et de vente et de paiement et on vérifie si on respecte les critères de constitution des fichiers de e-reporting. On vous permet de faire un inventaire des systèmes de caisse et de facturation en analysant leur conformité et de tester des factures en termes de format, de mention et de signature électronique. C'est aussi l'occasion de parcourir la question de la politique de conservation pour savoir si votre client respecte les règles et s'il devra faire des exigences spécifiques auprès des PDP sur le sujet. Évidemment, on prend en compte tous les cas d'usage que j'ai évoqués pour que vous ayez un livrable pour votre client avec un rapport à votre en-tête qui permettra d'avoir le niveau de conformité et des préconisations pour savoir ce qui reste à faire pour pouvoir être prêt pour la réforme. Donc, c'est un outil en SaaS qui est documenté avec Légifrance, le BOFIP et les normes AFNOR au fur et à mesure de leur publication. À chaque fois, il y a des liens sur les sujets correspondants. Donc, je vais arrêter le partage une seconde pour passer à mon outil et vous montrer comment ça fonctionne. Donc, je suppose que vous voyez la liste des dossiers. Est-ce que c'est bien le cas? Comme je ne visualise pas la page, est-ce que Amélie, tu peux me confirmer que vous voyez bien cette page? Je ne visualise pas le chat, là, je ne peux pas le voir. Est-ce que quelqu'un peut me confirmer que c'est bon? Oui, Marc, c'est bon. Est-ce que tu Merci as la beaucoup. possibilité de le mettre en grand, ton écran? On prend mon écran. Oui, enfin Euh, je sais pas s'il est déjà en grand, enfin si, il il est déjà en grand. Là, OK, d'accord. et je vais vous montrer un certain nombre d'onglets. Là, on est sur la page d'accueil. En fait, nous avons le même socle dans notre outil que celui que nous utilisons pour l'examen de conformité fiscale, parce qu'on a un produit d'examen de conformité fiscale. Là, j'ai toute une série d'entreprises analysées. Comment ça se passe? Eh bien, je vais aller déposer un FEC et je ne vais pas le faire, en déposant ce FEC, lancer l'analyse. Automatiquement, on va identifier l'entreprise et vous pourrez valider les critères d'analyse et automatiquement, l'analyse va se dérouler. Donc, une fois que l'analyse est déroulée, je vais, parcourir un certain nombre de choses. Donc, je vais prendre directement un dossier que j'ai déjà déposé, là, et vous voyez que ici j'ai un volet à gauche où les principales étapes du diagnostic, le champ d'application, l'analyse de la partie reporting de paiement, l'analyse des systèmes de facturation et des modes de conservation. Et enfin, on rentre dans le détail sur les factures. Voilà. Et pour ce parcours, en fait, vous devez renseigner un certain nombre d'informations. Donc, il y en a qui on a déjà identifié automatiquement la catégorie fiscale de votre client, le régime fiscal. Et ensuite, je vais être accompagné sur une analyse. Donc, par exemple, on va commencer par la question du fait que c'est une personne publique ou pas. J'ai désactivé les automatismes de détection pour vous faire la démonstration. Il y a un certain nombre de choses qui seront déjà détectées automatiquement. C'est déjà détecté qu'il s'agit d'une personne publique. Supposons que c'est une personne publique, automatiquement, les questions s'enchaînent. Il y a un cas d'usage qui est spécifique pour les établissements de santé privés d'intérêt collectif. Ça aussi, on sait le détecter, mais je vous le montre. Et ça pose la question de savoir si cette entreprise cette entité plutôt, a opté ou pas. Parce que c'est un cas d'usage bien particulier. Si vous le souhaitez, vous pouvez toujours aller voir l'article du CGI correspondant ou là.
ou sur Légifrance ou le Profil, etc. Je ne vais pas parcourir tous les éléments, mais je vous montre un peu comment se passent les choses. Bon, par exemple, sur la partie localisation, vous avez aussi toute la question de la territorialité. Donc, je vais enregistrer, pardon, voilà, les choses, ça va être plus simple. Voilà. Et vous avez aussi, par exemple, la question analyse des données de paiement. Donc, on aura détecté automatiquement si l'entreprise fait des livraisons de biens, parce qu'en analysant les comptes, vous savez qu'il y a des ventes de biens ou pas. C'est évidemment les comptes du dernier exercice clos. Donc, il faudra peut-être se reposer la question si jamais il y a un changement sur la nouvelle année. Et on va analyser si l'entreprise réalise des prestations de services ou pas. Donc, dans ces cas-là, on va donc enchaîner les questions. Donc, est-ce que, par exemple, il y a des opérations auto-liquidées? Ça, c'est pas détectable. Est-ce que cette entreprise rentre dans le champ du mécanisme des acomptes? Est-ce que cette entreprise, donc, est-ce que cet acompte est versé à un assujetti ou à un non-assujetti ou les deux? Tout ça nous aide au fur et à mesure. Vous voyez, il y a la même chose pour les arbres, vous voyez à gauche, il y a la même chose pour les escomptes, les bons cadeaux. On fait ça, en fait, pour tout le parcours des cas d'usage en essayant de détecter le plus de situations possibles. De la même façon, on vous aide à inventaire des systèmes de caisse et de facturation. Donc, quand je vais me poser la question des systèmes de caisse, je peux le faire par système de caisse, mais par établissement. Parce que ce qui est intéressant, c'est de rattacher donc le système de caisse ou le système de facturation à chaque établissement. Je vous ai dit qu'il y avait la remontée avec la traçabilité SIRET puis Sirène pour l'envoi des fichiers de e-reporting notamment. Donc, pour ajouter un système de caisse, eh bien, je peux voir donc dans la base InfoCert AFNOR ou la base LNE, les deux certificateurs de caisse, pour savoir si cette entreprise utilise une caisse certifiée. Si j'ai une question, eh bien, c'est à l'ensemble des systèmes certifiés. Je peux d'ailleurs récupérer les certificats si je le souhaite. Donc, ça me permet de peupler mon inventaire directement. Vous voyez, je peux aller voir le certificat, je ne vais pas le faire pour rentrer dans tous les détails, et d'affecter les différentes caisses d'un établissement automatiquement. Ce qui fait qu'au bout du bout, vous avez, vous voyez, un inventaire ici, donc inventaire, donc qu'on va pouvoir donc progressivement peupler au fur et à mesure de votre analyse et que vous allez suivre dans le temps. Ce qui vous permet d'avoir l'inventaire de tous les outils de facturation et des systèmes de caisse B2B, B2C qui sont potentiellement affectés par la réforme, sur lequel il faut se poser la question, est-ce que j'ai une facture dans le bon format? Est-ce que j'ai un système de caisse capable de me préparer donc le fichier de reporting, ou au moins qu'il y a des archives conformes à la réglementation, ce qui fait qu'il est plutôt plus prêt pour le e-invoicing, le e-reporting. Voilà. Donc, je peux aussi, je vais réactualiser ça, aussi, en fait, faire l'analyse des factures. Je peux déposer sur le portail des factures directement. Je ne veux pas le faire là pour gagner du temps. Vous voyez, je peux aller chercher des factures que je peux déposer. Là, j'ai déjà toute une série de factures qui ont été analysées, donc, dans ce cas d'usage. Et je vais, par exemple, aller voir cette facture pour voir ce qui s'est passé. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on vérifie, en fait, si il y a des erreurs. Notamment, si là, il s'agit d'une facture X, en l'occurrence. Si c'était une facture qui n'était pas dans les formats du socle de la réforme, facture X, UBL ou C2I, on irait reconnaître les mentions obligatoires. Mais là, on va directement analyser les données. S'il y avait un sujet, jour, effectivement, donc analyser la facture correspondante. Et voilà. Et donc là, il y a des erreurs. Donc, j'ai masqué les erreurs, moi là je vous les affiche. Vous avez tous les messages d'erreurs qui sont affichés. Évidemment, c'est des messages qui ne vous parlent pas en tant forcément que non-informaticien, mais que vous pourrez exporter pour les éditeurs pour dire, ben voilà, les mentions qui manquent dans le cadre de
du format FactorX, par exemple. Voilà tous les éléments et toutes les structures de fichiers manquants. On va aussi afficher les erreurs concernant la signature électronique. Si jamais, et il n'y a pas d'obligation de signer électroniquement ou de sceller électroniquement une facture, mais ça évite la piste de nid fiable. Ça permet de garantir la piste de nid fiable, plus exactement. Donc, c'est une option en plus, et ça peut être intéressant de faire sceller avec un cachet qualifié au sens du règlement européen et IDAS les factures. Dans ces cas-là, on vous permet d'analyser la signature électronique de la facture pour voir si elle est conforme. Là, c'est une facture qui n'est pas signée, donc on vous a dit qu'il n'y a pas de signature qui a été trouvée dans le document. Vous voyez, très rapidement, on va aller lire les factures. Et quel est l'intérêt de faire tout ça? Il est double. En fait, vous allez donc regarder, je vais vous partager mon écran, donc à nouveau, vous allez regarder la partie donc fichier client. Donc je cherche à vous récupérer, voilà. Pardon, je navigue entre mes. Voilà, je pense que vous voyez le fichier Excel que je vous affiche, c'est bien le cas? Je suppose que c'est le cas. Voilà, Oui, voilà oui, le genre. bon. Merci beaucoup, Amélie. Voilà les fichiers qui sont générés à partir de la liste du FEC. Puisqu'on dit le FEC, on va aller regarder la comptabilité auxiliaire. Là, vous avez la partie client donc, de ce dossier. Et ce qui est intéressant, et en fait, c'est d'abord de savoir combien de factures ont été donc envoyées à ce client sur un total dans ce dossier de démonstration de 488 clients. 488 factures. Donc là, ce qui va être intéressant, c'est d'essayer d'analyser la règle des 20-80. Donc, quels sont les clients donc, qui représentent le poids le plus important chez moi, entreprise? Et je vais peut-être m'attaquer d'abord à ces clients en priorité. Parce que je vous rappelle que si jamais vos factures n'ont pas les bonnes mentions, elles risquent d'être rejetées. Et donc, l'entreprise ne sera pas payée. Donc, il faut peut-être se poser la question de savoir si, par exemple, Eurepi est une entreprise de taille déjà ETI, grande entreprise, TPE, PME, ça peut être un sujet parce qu'ils sont peut-être plus prêts pour la réforme que d'autres. Et puis, de savoir, en fait, si pour cette entreprise, j'ai bien tous les éléments correspondants pour le cas d'usage, pour les prestations vendues, pour les biens vendus, pour peupler correctement la facture. Donc, vous pouvez le faire et sur l'ensemble du client. Et là, vous allez vous poser la question, ou votre client que vous accompagnez va se poser la question de savoir, pour l'annuaire, qu'est-ce qu'il me faut comme information? Donc, vous allez qualifier l'ensemble de votre fichier. Et donc, dès que l'annuaire va être prêt, nous serons connectés grâce à des PDP partenaires à l'annuaire pour aller vérifier, dès qu'il sera peuplé, si ces entreprises existent dans l'annuaire. On va aussi croiser cette information avec la base VIES européenne sur la TVA. On le fait déjà avec la base IBNPI pour savoir si Eurepi, par exemple, est une entreprise qui existe dans la base, quelle taille elle est, quelles sont ses caractéristiques. Le but, c'est d'aider vos clients à revoir leur fichier client. Et on fait la même chose sur le fichier fournisseur, parce qu'il y a la même question avec le fichier fournisseur, en discriminant aussi s'il s'agit de clients ou de fournisseurs qui sont métropole, DROM, COM, UE, hors UE, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, ça peut permettre d'orienter les sujets vers le e-invoicing et vers le e-reporting. Je vous renvoie au webinaire précédent pour faire la distinction e-reporting, e-reporting. Même analyse en termes de montant, puisqu'il ne faut pas regarder que le nombre de factures, mais aussi les montants pour avoir une idée du poids de chaque client ou chaque fournisseur. Et puis, c'est l'occasion de regarder aussi le respect des délais clients, parce qu'il y a la question de la LME, et je serais guère étonné que la DGCCRF ne s'intéresse pas à ces sujets à terme, donc, puisque les données vont être accessibles. Donc voilà, vous avez avec l'outil la possibilité de qualifier les clients et fournisseurs donc de votre client de la réforme. Je vais vous montrer le résultat. Je pense que le mieux, c'est de regarder ce qu'est un rapport à l'issue de ce travail. Donc, le rapport qui est généré automatiquement, qui va vous aider en fait à accompagner votre client.
Donc, voilà, le rapport qui est généré, qui sera en tête du cabinet, donc, bon, il y a évidemment un sommaire où on reprend toute une série d'informations sur le invoicing, le reporting, les paiements, l'analyse des systèmes d'encaissement, les modes de conservation, tout ce que je vous ai évoqué tout à l'heure, tout le parcours que j'ai esquissé parce que faute de temps, je ne vous ai pas parcouru tout le cheminement des questions qui sont beaucoup liées à la TVA. Hein. Quand on analyse toute la question, les sujets de la TVA, il y a une arborescence de 1400 questions et des poussières à gérer. Alors je vous rassure tout de suite, on prend des questions qui sont discriminantes en fonction du régime de l'entreprise, de la taille de l'entreprise. Pour une TPE-PME, en moyenne, on est à 40, 60 questions. Évidemment, sur un ETI, ce n'est pas la même chose, parce qu'il peut y avoir des cas d'usage beaucoup plus complexes. Mais donc, ce n'est pas si consommateur de temps. En 1 heure et demie, vous pouvez faire déjà un parcours complet pour une TPE. Donc, une fois que vous avez fait le parcours, vous avez la génération automatique de ce rapport. Alors là, il se trouve que c'est un ETI. C'est quelqu'un que j'accompagne, ce client, c'est un vrai dossier. Et donc, vous avez un récapitulatif donc, à partir d'un certain nombre de données et du fait qu'il y a une croisance de données, de l'open data et d'autres sources. Donc, quelle est son identité qualifiée, sa forme juridique, les données finesse, c'est des bases qui nous servent, toute la partie établissement de santé, etc. Donc, les cas particuliers que j'évoquais tout à l'heure. La taille d'entreprise, évidemment, avec les 3 critères qui amènent à la conclusion, c'est un ETI. Donc, il y en a déjà 2 de toute façon qui dépassent les seuils. Et son implantation en fonction des établissements, parce que c'est quand même intéressant en termes de territorialité de la TVA. Et ensuite, en termes d'informations sur la TVA, évidemment, il vaut mieux que ce soit un assujetti à la TVA. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas la peine de l'accompagner. Donc, comment il est assujetti? Est-ce qu'il est plein droit ou est-ce qu'il est donc sur option? Ça, c'est un point important. Et puisqu'il peut y avoir des questions de sectorisation derrière. Et est-ce qu'il fait partie d'un groupe de TVA? Est-ce qu'il a opté pour l'assujettissement groupe de TVA? Et est-ce qu'il est au réel, etc. Quel est son numéro de TVA? Est-ce qu'il a des numéros de TVA dans d'autres pays? Est-ce qu'il a opté pour les DPI? Éventuellement, c'est un étranger qui a un numéro de TVA en France. Donc, c'est pas le cas là. Et quel est son objet social? Ça a un impact sur les cas d'usage. Et aussi, quels sont les codes NAF des établissements qui exercent quelle activité? Donc, tout ça, ça vous est renseigné automatiquement. Alors, pour une TPE, bon, on a beaucoup moins d'informations parce que c'est plus simple en général. Mais on va souligner les spécificités des activités que vous avez parcourues ou qu'on a détectées grâce au questionnement, au cheminement de questions que j'ai à peine esquissé tout à l'heure. Si lui fait effectivement des marchés de défense et de sécurité, donc il y a des factures parce qu'on est dans le cadre de quelqu'un qui est qui fait de la co-traitance en plus dans le cadre de marchés publics, des factures ne seront pas envoyées dans le cadre de PDP pour des questions de confidentialité défense. Et derrière, on va aller s'intéresser aux 36 cas d'usage, donc répertoriés dans le cadre de l'AFNOR, avec la question de savoir si on est face à ces cas d'usage ou pas. Et donc, en fonction des réponses aux questions et de ce qu'on a pu détecter, là aussi, ce tableau est peuplé et ça vous guidera sur l'accompagnement de votre client, parce que dans certains cas, il faut procéder à des évolutions, il faut bien veiller à certaines informations. Même chose pour le reporting, dans la mesure où les cas d'usage ne sont pas publiés aujourd'hui, j'ai repris à ce stade dans notre outil que quelques cas d'usage bien identifiés. Je vous l'ai dit, on en est à 25 aujourd'hui. Je pense que ça va évoluer, heureusement. Et donc, tout ça, à terme, sera de la même façon peuplé automatiquement ou en fonction de vos réponses aux questions. La réponse clé sur, en fait, est-ce que mon client rentre dans le champ d'application de la réforme? Dans quelle partie de la réforme? Vous l'avez, elle vous est indiquée automatiquement. Est-ce que c'est du B2B France? Est-ce que c'est du B2B international, du B2C, du B2J? Il y a la question de je conserve Chorus Pro ou je passe par une PDP. Vous savez qu'on peut avoir les deux, mais qu'à terme, on peut anticiper que tout ça va fusionner au sein du portail public. Et les catégories d'opérations qui sont un sujet important pour certains cas d'usage et pour les e-reporting, donc tout ça, vous avez l'information. Et donc, avec la récapitulation, donc, pour le invoicing, e-reporting et Chorus Pro, de ce qu'il y a à faire, je rentre dans quel champ? Là, on a un client qui rentre, cette ETI rentre dans la totalité du champ de la réforme, et donc, on a en fait ces obligations en termes de fréquence et de calendrier de transmission. Voilà.
avec quelques remarques qui sont importantes. Il délivre des biens et des services en termes de restauration. C'est assez baroque, mais en fait, c'est quelqu'un qui a une usine de production qui est un peu perdue dans la campagne, et il se trouve qu'il y a une cantine. Et il y a une cantine où il y a une caisse. Et cette cantine, eh bien, elle facture des repas à ses salariés, mais aussi d'ailleurs à quelques entreprises du voisinage, des salariés de quelques entreprises du voisinage, même accessoirement aux pompiers du village, et enfin de la ville plutôt d'ailleurs. Et on rentre dans le B2G aussi de ce fait. Vous voyez qu'on peut rentrer sur des cas vraiment détaillés. Et comme je vous le disais, donc il est dans le cadre des marchés de défense et de sécurité pour lesquels il n'y a pas d'obligation, ou même il vaut mieux pas transmettre les factures. Il n'a pas opté pour les débits, mais s'il avait opté pour les débits, eh bien, il ne ferait pas le reporting de paiement, mais il faudrait qu'il fasse l'avance de la TVA collectée. Vous voyez ce qu'on peut ressortir. Donc après, vous avez l'analyse détaillée de l'ensemble de toute la synthèse que vous avez vue, avec les explications. Vous avez la liste des sirettes, vous avez donc les explications sur le calendrier, les cadres, des cas d'usage qui s'appliquent. Je vous passe sur les détails. Les systèmes de caisse que vous avez inventoriés. Donc, ce client, il se trouve qu'il a du CJ d'Y2, c'est des gens qui ont des magasins et qui ont aussi des plateformes de e-commerce. Donc, on fait l'inventaire de tout ça. Il se trouve que pour le e-commerce, c'est des choses qu'il a développées en interne. Donc, ensuite, on va s'appliquer à regarder tout ce qui est conservation et archivage pour voir ce qu'il a à faire. Je passe rapidement. Et j'en viens à l'analyse des factures. Tout à l'heure, j'ai esquissé simplement le fait qu'on dépose des factures et qu'on procède à des analyses automatiques. Là, vous allez voir si les factures que vous avez déposées sont conformes ou pas conformes. Et donc, il y en avait une qui était conforme, les autres ne l'étaient pas. Ce qui est intéressant, c'est de le faire. Vous voyez que c'est quelqu'un du retail, hein, il vend à différents acteurs. Ce qui est intéressant, c'est de le faire par grand système de facturation ou de caisse, entre guillemets. Parce que c'est là où vous allez voir si le système est capable de générer les bonnes factures avec les bons formats. Derrière un annexe du rapport, vous aurez tous les détails techniques pour les factures considérées. Donc, le fait de déposer des factures sur la plateforme vous permet aussi de mieux qualifier les parties aux opérations. C'est comme ça qu'on peut identifier des opérations triangulaires, entre guillemets, le fait qu'il y ait 3 parties, qu'il y ait du dropshipping, enfin, qui est peut-être un peu trop technique, mais qui est des lieux de livraison différents et de stockage différents, ça a des impacts sur la réforme. Donc, on analyse vraiment les parties à la facture. Donc, ça conforte l'analyse de votre fichier client et fournisseur, tel que je l'évoquais tout à l'heure. Et au fond du fond, parce que là, je suis sur un ETI, ce n'est pas le quotidien de l'ATP, j'en suis parfaitement conscient. Vous avez automatiquement tous les tableaux du champ d'application et reporting donc, qui sont indiqués dans quel cas je rentre dans les reporting ou pas, conclusion que vous avez vue en amont. Ce qui est finalement la conclusion ultime, vous allez reprendre pour le rapport client, parce que ça, c'est le rapport de l'auditeur. Il y a un rapport beaucoup plus succinct pour le client, plus pédagogique. C'est en fait la zone de risque. Alors, ce client est évidemment sur tous les sujets correspondants en niveau de risque élevé. Parce que c'est clair qu'aujourd'hui, il n'est pas en état de choisir une PDP, il y travaille, mais donc il n'est pas capable de recevoir les factures correctement et de gérer aussi les statuts du cycle de vie, les statuts des factures et le cycle de vie des factures. C'est un point de travail qu'il va avoir. Il n'y a aucune facture qui est dans le format à l'émission, donc en format de vente. Et donc, en matière de facture fournisseur, on n'est pas capable de gérer les factures dans les nouveaux formats. Et en matière de constitution du fichier de reporting, il n'est pas capable aujourd'hui de générer le fichier de reporting, d'autant plus que d'ailleurs, aucune de ces systèmes n'est conforme et ne génère des archives. Et en termes de e-reporting international, on a d'autres problèmes. Et reporting de paiement, vous pourrez aller voir les détails après en annexe du rapport. Et ce qui est intéressant, c'est en fait les préconisations. Donc, la PDP qu'il faudra, ou les PDP qu'il faudra choisir, il faudra que soit elles convertissent les factures qui ne sont pas au format dans les formats du SOC, c'est un service que peuvent proposer en option les PDP, soit on génère les factures dans le format du SOC. C'est probablement moins coûteux que de demander à une PDP de le faire. À terme, c'est un vrai sujet. Il faudrait que la PDP sache gérer les opérations internationales, donc se connecter à PayPal, dont parlait tout à l'heure Samuel, qui est un peu le langage commun à l'international entre les différentes plateformes. C'est un élément clé aussi. Il faut choisir des PDP qui sont capables de gérer ces flux-là. Il y en a
quelques-unes parmi toutes celles qui sont répertoriées. Il faudra que la PDP soit fasse le travail d'agrégation, mais elle n'est pas obligée de le faire. Elle prend les fichiers de e-reporting qu'on lui donne, soit elle choisit quelqu'un pour le faire. Et après, il y a toute la connexion de l'ERP à faire. Et aussi, vous voyez, il y a un peu la liste à l'après-vert de ce qu'il a à faire, les mentions manquantes sur les factures, mettre à jour la base client, mettre à jour la base fournisseur, définir les codes routage pour diriger les factures fournisseurs vers les services approbateurs, revoir les processus d'approbation et de paiement des factures, parce que ça va faire changer son mode de travail, et revoir les fréquences de rapprochement des paiements pour les prestations de services, à moins qu'il opte pour le reporting pour les débits, que pour l'option sur les débits. Gérer les messages échangés avec les PDP, donc c'est des questions sur lesquelles j'insiste, de statut, donc de cycle de vie, et définir des adresses éventuellement de réception des notes de frais, parce que c'est un sujet qui est en cours actuellement dans le groupe AFNOR pour faciliter les échanges sur les notes de frais. Je vous rappelle qu'il y a deux cas d'usage, enfin, deux situations. Soit c'est une simple note de frais, il n'y a pas de facture derrière, donc je rembourse mon collaborateur, mais je ne pourrais pas déduire la TVA, sauf certains cas de tolérance qui existent déjà. Hein. Soit j'obtiens une facture transformée à partir du ticket de caisse, et à ce moment-là, l'acheteur peut déduire la TVA dès lors qu'il y en a un cas de déductibilité de la TVA. Et il faudra connecter le système de gestion commerciale de ce client pour la génération des factures, notamment le e-commerce, pour pouvoir générer les factures B2B vers les PDP. Et puis, il faudra mettre les factures au format du SOC. Voilà. Là, on est dans un cas de TI, il y a beaucoup de sujets. Je vous ai peut-être un peu assommé avec tout ce qu'il y a à faire pour un grand compte, mais vous avez la même idée, et en plus simplifiée pour une TPE, parce qu'il y a moins de choses. Voilà ce que génère notre outil à ce stade. Et encore une fois, c'est quelque chose que vous pourrez voir au congrès et aussi aux universités d'été d'ailleurs, en marge des UE. Voilà. Merci de m'avoir écouté sur le sujet. C'était l'idée d'avoir un système qui industrialise l'analyse de tous vos comptes. Et il y a deux solutions, vous le faites à la main ou soit vous le faites de façon systématique. Voilà. Merci Marc. Merci pour ton intervention. Concernant ta plateforme, alors après on passera peut-être aux questions de Estelle et Samuel, mais très rapidement Marc, évidemment ce qui intervient c'est est-ce que cette plateforme est gratuite? Quel est le prix? Et donc voilà, si tu peux juste préciser ça, parce que pas mal d'interrogations par rapport à ça. C'est gratuit, se paye quelque part, et donc c'est pas gratuit. Vous imaginez, vu la complexité de la réforme, le coût de développement quand même de la plateforme, on parle en millions quand même. Hein. C'est pas une petite affaire. Donc non, c'est pas gratuit, mais c'est à la consommation. Donc c'est au dossier. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on en reparle au lancement en volume en septembre. Aujourd'hui, cette plateforme est en test chez un certain nombre de grands cabinets qui sont déjà clients de notre plateforme d'examen de conformité fiscale. Sachez qu'il y a des très grands cabinets chez qui on a 2000 utilisateurs connectés, puis il y en a des classiques, TPE, qui utilisent aussi notre plateforme de conformité fiscale. C'est le même socle. Et c'est à la consommation au nombre de lignes du FEC. Voilà. Donc, on parle en dizaines, centaines d'euros suivant la taille du FEC. Voilà. Mais c'est une mission. L'idée, c'est que ce soit une mission que vous facturiez, parce que vous accompagnez votre client et derrière, vous allez proposer une mission de suivi de votre client. Et ce qu'ont en tête ces grands cabinets aujourd'hui, c'est de facturer une prestation comme on le fait pour un examen de conformité, quelques centaines à quelques milliers d'euros, suivant la taille de l'entreprise, voire dizaines de milliers d'euros pour un audit. Donc, il y a déjà des missions qui tournent, déjà des grands cabinets qui testent la plateforme aujourd'hui. Merci Marc. Donc du coup, ça interroge, par rapport à cette mise en place, de cette réforme et qui se disent, vu la complexité là qui est encore évoquée, le rapport, qui fait plusieurs pages, mais bon, tu l'as dit, c'est, essentiellement pour des ETI, mais pour des TPE, on arrive à un peu moins de plages. Une question, est-ce que, il n'y aurait pas finalement de, report de délai, ou de, comment dirais-je, de tolérance en termes de retard dans les pénalités? Donc ça s'adresse plutôt aux membres de la DGFiP et après on enchaînera sur les questions pour la DGFiP. Je vais prendre la main sur Estelle. Report,
Je pense que je l'ai pas mal dit au début. Au début, non, il n'y a pas de report de la réforme. Il y a des pénalités, c'est vrai, parce qu'on reste une administration qui peut paraître froide comme ça, et les sanctions, c'est un moyen de communiquer pour nous, hein, plutôt d'inciter les gens à attendre la réforme. Alors, je crois que si on prend quelques exemples précédents, il y avait, on va dire, des applications, le pass par exemple, où il y avait des applications, on va dire, un peu mesurées de certaines sanctions. Donc, est-ce qu'on sera dans le même cas, je ne sais pas, mais voilà, nous, on fait tout pour accompagner, en tant qu'administration, on fait tout pour accompagner les entreprises pour qu'elles rentrent dans la réforme. On voit que les experts comptables aussi, il y a d'autres acteurs qui sont là aussi institutionnels pour accompagner tout le monde dans la réforme. Donc, je pense que la question même des sanctions au sens large, elle ne se posera pas forcément de manière énorme, puisque on va arriver à embarquer tout le monde dans la réforme. Je pense qu'il faut être positif là-dessus. Et on va Big Bang qu'on ne saura pas affronter en septembre 26 et en septembre 27. Et justement par rapport à ça, au précédent webinaire, j'avais noté aussi des questions qu'on s'était dit qu'on vous poserait, notamment, est-ce qu'il y a vous envisagez la possibilité de mettre une période de congé payé pour ne pas faire la déclaration, enfin pour ne pas faire le e-reporting qui est par décade, ou si c'est par décade ou par mensuel. Zéro, Samuel, c'est toujours la même question. Alors là, c'est une question un petit peu récurrente qu'on a au sein, en effet, du sous-groupe sur le e-reporting au sein de l'AFNOR. C'est ce qu'on appelle, nous, le e-reporting à blanc. Est-ce que je dois transmettre tout quand je n'ai pas d'activité? Alors ça, c'est un point, je ne vais pas être très original par rapport aux réponses que Mathieu formulait aussi depuis le début sur cette question-là. C'est un point qui est en cours d'instruction et on n'a pas atterri encore dessus. Donc là, je ne vais pas pouvoir malheureusement vous dire ce qu'il en est, mais c'est un point qui, dès qu'il sera tranché, sera communiqué au sein du sous-groupe de l'AFNOR sur le e-reporting et qui vous arrivera d'une manière ou d'une autre, parce que le jour où on communiquera sur ce point-là, l'issue de ce point-là, on le communiquera largement dessus. Donc là, je ne peux pas vous répondre, mais c'est bien chez nous et ça fait partie de nos préoccupations majeures. Est-ce que tu me permets, Amélie, de revenir juste en arrière un instant, parce que je réfléchissais à la question sur la gratuité. La gratuité, elle existe dans l'outil que la DGFiP va proposer, puisque vous évoquiez un outil qui aidera à identifier les obligations, Samuel et Estelle. Donc, voilà. Maintenant, moi, mon outil, il a vocation à faire quelque chose dans le cadre d'une mission de conseil complète où il y a des responsabilités, des risques. Par contre, il automatise. Vous avez vu vraiment tous les cas d'usage. C'est pour ça qu'il peut vous inquiéter en termes de complexité. Je vous ai montré comment ça marchait, mais on prend tous les cas et ça s'automatise. Et encore une fois, je suis désolé, je fais l'article, mais une TPE, c'est l'affaire d'une heure et demie, si vous avez réuni les informations. Estelle, Samuel, est-ce que parmi les questions qu'on a marquées, il y en a sur lesquelles vous voulez répondre, que vous avez, que j'ai marqué là dans l'onglet questions? Ok, non, c'est vrai qu'on les a regardées au fil de l'eau, donc on va répondre à certaines questions. Alors, par exemple, sur l'annuaire, il y avait une question. C'est bien que ce soit dans l'annuaire l'information de savoir si oui ou non l'entité est assujettie, mais nous n'avons pas accès à l'annuaire, seuls les PDP l'ont. Eh bien, en fait, l'annuaire est accessible à tout le monde. Par contre, seules effectivement les plateformes auront accès aux informations d'adressage de l'annuaire. Mais en tout cas, toutes les entreprises auront accès, enfin tout le monde aura accès à cet annuaire pour savoir si une entreprise est bien dedans. Si ma mémoire est bonne, Estelle, vous m'arrêtez. On peut même par API se connecter pour consulter simplement, mais pas. Effectivement, ce n'est pas une PDP, on ne peut pas modifier quoi que ce soit sur l'annuaire. Il faut être une PDP pour modifier. Bien sûr, oui, tout à fait, tout à fait. Ouais, tout à fait. Et ça implique que même manuellement, il y aura une page où on pourra aller consulter l'annuaire pour certains ou pas? Comment ça va se passer? Ça, c'est plutôt l'AIFE qui a la main dessus, mais il y aura un endroit, je ne sais pas où encore, mais il y aura un endroit, oui, où n'importe qui pourra consulter l'annuaire des destinataires des factures. Je prends une question aussi. Oui.
Pardon, Amélie. Ouais, non, je rebondis parce que tout à l'heure, j'ai parlé de décade avec la possibilité de prendre des congés. Donc là, il y a une espèce de prise de conscience en se disant, mais il va falloir donner les infos par décade. Est-ce que, pour essayer de comprendre quand même, on peut expliquer pourquoi l'administration fiscale commence à évoquer des délais par décade? Quel intérêt vous y trouvez à récolter les données par décade? Peut-être évoluer. Peut-être alors peut-être juste un point. Nous, on n'est pas revenu, c'est vrai, David, on a eu une présentation très touffue sur la réforme, mais là, on n'est pas revenu sur les fondamentaux parce qu'on arrive un peu, nous, à ce 4e webinaire, donc tout a été peut-être, je pense, abordé, mais pas de problème pour revenir sur la périodicité de transmission du e-reporting. Donc là, on est uniquement sur le e-reporting. Hein. Il y a la périodicité de transmission, elle dépend du régime fiscal des entreprises. Des assujettis. Un assujetti qui est au régime réel normal mensuel, il devra transmettre les informations par décade, et par 3 décades par mois. C'est-à-dire que pour la période du 1er au 10 du mois, les opérations réalisées du 1er au 10 du mois, il doit les faire son e-reporting jusqu'au 20, donc jusqu'au dernier jour de la décade suivante, et ainsi de suite. Donc la période du 11 au 20, il doit le faire jusqu'au 30 ou 31 du mois, et ainsi de suite. Donc, pour les régimes réels normal mensuel, on attend 3 transmissions par mois. Pour le régime réel normal trimestriel, c'est une transmission par mois qui peut être réalisée jusqu'au 10 du mois suivant. Et après, en régime simplifié de déclaration, on est sur une transmission aussi au mois qui doit être réalisée entre le 25 et le 30 du mois suivant. Et sur les franchisés en base, on est sur une transmission alors, je ne sais jamais si c'est bimensuel ou bimestriel, je crois, donc bimestriel, merci. Tous les 2 mois. Donc, tous les 2 mois, voilà, jusqu'au 25-30 du mois suivant, le 2e mois reporté. Donc, c'est pour uniquement un des 4, c'est pour les entreprises qui sont au réel normal mensuel. Alors, pourquoi on a choisi cette périodicité-là? C'est une histoire de volume, en fait, et une histoire de flot de données, parce que pour les grandes entreprises, pour les très très grandes entreprises qui sont la grande distribution par exemple, qui fait du e-reporting B2C, donc chaque ticket de caisse, tout ça, ça fait des données de facture qui sont des données de transactions qui sont assez énormes, aussi bien pour les entreprises, leur système d'information à pousser, et que pour nous à recevoir. Donc l'idée de le faire par décade pour les entreprises qui sont au réel normal, c'est de segmenter en fait cette volumétrie de flux et d'avoir des flux plus réguliers, moins importants. Moi, je voudrais vous rassurer sur un point, pardon, là-dessus, c'est que, en tout cas, nous, ça fonctionne en tant qu'opérateur de dématérialisation. Il y a des systèmes de plus en plus connectés qui sont capables avec notre plateforme, de préparer automatiquement ces décades. Donc, vous allez pouvoir vous proposer, et je suis sûr qu'il y aura d'autres offres, sur des solutions beaucoup automatisées. Par contre, ça suppose que les caisses évoluent pour certains, parce que des commerçants qui n'ont pas forcément des systèmes très up-to-date. Et une petite caisse chez Métro, Bureau Vallée ou autre, aujourd'hui, ça va de 450 à 800 €. Donc, c'est quand même un investissement, même si les temps sont durs, qui reste acceptable. Moi, je reviens sur d'autres questions qui tournaient autour des caisses. Actuellement, il est encore possible de ne pas utiliser de caisse, mais de faire un journal papier de recettes. Qu'est-ce que, du coup, par rapport à la réforme, ça peut impliquer par rapport à toujours ces commerces qui veulent rester sur ce mode de facturation? Il n'y a pas d'obligation d'avoir une caisse informatisée. On peut toujours tenir un livre de caisse papier. Il faut le faire correctement. Je prends le point, pardon, mais par contre, il faudra saisir manuellement sur un portail les données de reporting, Samuel et Estelle. Oui, alors ça. Portail. Vas-y, Estelle, je t'en prie. Ouais. Après, tout dépend du fonctionnement en fait de la plateforme qui aura été retenue par le client. Est-ce que effectivement ça va être une saisie directe sur un portail, comme par exemple pour Chorus Pro, ou alors est-ce que ça va être un fichier Word, Excel à transmettre à la plateforme? Après, tout va dépendre des propositions commerciales des plateformes, voilà. Ouais. Oui, et puis de l'expert comptable ou du comptable qui travaille avec la sujettie en question. Si c'est sûr, vous, en tant que comptable, on vous donne un bout de papier par semaine, par mois, avec il va falloir à un moment rentrer dans informatiser tout ça. Alors, c'est
ça sera peut-être tout simplement dans les outils, enfin tout simplement dans les outils de gestion que vous avez vous en tant que comptable pour ces sujet-là, qui permettra une alimentation. Je pense que c'est des outils qui se connecteront un jour, demain à une plateforme et qui permettront de pousser ces informations-là, de nous pousser ces informations-là. Mais la marche, c'est sûr, elle est plus grande dans ce cas-là. Vous verrez au congrès, si vous venez au congrès, toute une série de systèmes de caisse connectés avec notre plateforme qui font le travail et qui vous permettent d'avoir accès à tous vos clients. Après, il y a des PDP, je sais, qui vont proposer de la saisie directement sur la plateforme. Simplement, ce que je vous soulignais tout à l'heure, c'est que c'est entre 300 et 600 lignes suivant les cas d'usage, entre guillemets, de votre client et les différentes catégories d'opérations. Donc, il faut distinguer les taux de TVA, etc. Donc, ça dépend vraiment de la complexité du métier de votre client. Et ça prend du temps. Voilà, c'est tout. Il faut le faire. Quand on le fait au moins une fois par mois pour une TPE, il faut le faire pour chaque caisse ou le préparer en amont. Est-ce que vous avez vu d'autres questions sur lesquelles vous vouliez répondre, Samuel et Estelle je ne sais pas si vous les voyez, les onglets, il y a le chat et puis il y a les onglets questions que j'ai marqués. Je ne sais pas si vous y avez accès ou vous les voyez. Ouais, tout à fait. Oui. Ouais. Oh, peut-être juste une première question, en effet, une réponse sur la DPL, la déclaration pré-remplie de TVA. Oui, on a bien conscience que ce ne sera pas un outil parfait, surtout pas tout de suite. C'est pour ça que quand on en parle, ce sera à terme, parce qu'il y a des éléments qu'on ne peut pas encore totalement gérer. Donc, c'est pour ça qu'on est sur un pré-remplissage et pas une pré-déclaration. On va fournir des informations. Oui, il faudra, dans certains cas, les cas les plus complexes, quand on n'est pas une petite entreprise qui fait juste une activité, mais qu'on réalise des opérations un peu particulières, qu'on a des taux de déduction qui ne sont pas égaux à 1, c'est sûr qu'on arrive dans des cas un peu plus complexes et là, on ne pourra pas faire de miracle. Sans information qu'on n'a pas, on ne pourra pas pré-remplir. Donc, on a conscience que le pré-remplissage, il y aura besoin dans certains cas d'y retoucher. Ça c'est sûr. Mais c'est plutôt une mesure qui est pour le coup à destination des petites entreprises parce que ça leur permet de... Enfin, c'est dans leur cas qui est le plus simple finalement. Et donc, on est assez proche peut-être de la vérité pour elles. Et c'est aussi pour nous une démarche de transparence de dire, voilà, nous, c'est les informations dont on dispose pour la déclaration de TVA. Une autre question, parce que ce qui se passait dans les autres pays européens. Alors oui, tous les États européens ne font pas du e-reporting. On est assez originaux là-dessus, c'est-à-dire qu'on fait une réforme assez globale d'un coup. On fait du e-reporting, on fait de la facturation électronique, on fait de la transmission de données, on fait de la transmission de facturation de données de facturation. C'est beaucoup, mais en même temps, c'est un moyen d'avoir une réforme qui soit un peu gagnant-gagnant pour l'administration et les entreprises, parce que nous, on va obtenir des informations, forcément pour lutter contre la fraude, mais aussi pour connaître l'activité économique. Mais c'est aussi gagnant pour les entreprises, parce que sur tout le circuit de facturation, on est quand même sur la rationalisation des circuits de facturation, des gains réels, des économies réelles, en passant à la facturation électronique. Donc c'est pour ça qu'on a une réforme qui est un peu globale, c'est parce qu'on veut que ce soit bénéfique pour tout le monde, pour les entreprises et pour l'économie. Et après, juste dernier point sur l'aspect européen, il y a une directive européenne qui a été adoptée en début d'année, qui est VIDA, qui veut dire TVA à l'ère du numérique, et qui prévoit une convergence de tous ces systèmes pour les transactions intracommunautaires, je vais y arriver, d'ici 2030. Donc, c'est un peu disparate au niveau européen, mais on va aussi converger de ce point de vue-là, et le système français est tout à fait aligné avec ce qui est prévu par VIDA. Il y a même une normalisation internationale sur la facture et sur le ticket, d'ailleurs en cours dans le cadre européen, auquel on participe, la France participe, de façon à ce que ça s'aligne dans l'esprit de VIDA. Juste. Il y avait quelques questions qui revenaient aussi sur les médecins. Ah oui, est-ce que les professions médicales vont être concernées par la réforme? Estelle, tu veux répondre ou je réponds comme tu veux? Oui, donc effectivement, les professions médicales sont
hors champ, mais néanmoins, un médecin, il va avoir un abonnement téléphonique, donc il devra être en mesure de réceptionner les factures de façon électronique. Donc, ça veut dire que pour le 1er septembre 2026, il devra avoir choisi une plateforme de réception pour les factures de ses fournisseurs qui seront passés à la facturation électronique. Juste rajouter un point, il ne faut pas oublier qu'il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a qui font des actes potentiellement soumis à TVA, parce qu'ils font des actes, Oui. Par exemple, de confort, chirurgie esthétique. Dans les professions médicales, parfois, on a des cas d'assujettissement à TVA, et là, ils vont émettre, pas seulement recevoir. Oui, tout à fait, merci. Je vois une question ouais. sur... Oui, une question sur Chorus Pro, pardon. Oui, oui, c'était là-dessus. Ouais, Chorus Pro, est-ce que Chorus Pro va disparaître? Eh bien, non, Chorus Pro reste. Donc, ça va être la plateforme pour les entités publiques, mais en tout cas, voilà, à ce jour, pour les marchés publics, une entreprise qui doit envoyer à une entité publique une facture peut passer directement par Chorus Pro ou par sa plateforme qu'elle aura choisie, qui après adressera la facture électronique à Chorus Pro. Pourquoi Chorus Pro est-elle maintenue? C'est pour l'annuaire. Oui. Chorus Pro, c'est Chorus Pro. Donc, on n'est pas sur tout à fait les mêmes bulles, mais ça, c'est applicatif. Mais l'annuaire, c'est une bulle applicative développée par l'AIFE, l'Agence pour l'informatique financière de l'État. Chorus Pro, c'est une autre bulle qui est pour actuellement ce qu'on appelle le B2G, donc la facturation vers les entités publiques assujetties. Et donc, c'est cette bulle-là qui devrait évoluer pour permettre aux entités publiques de rentrer aussi dans la réforme pleine. Donc, voilà, c'est pour ça que ça disparaît. Ok. Bon, alors évidemment, il y a quand même cette réforme, hein, c'est ce que je disais, il y a quand même une prise de conscience que ça va être assez, en tout cas, elle est perçue comme assez complexe vu la technicité et les données, la masse de données à remplir. Néanmoins, c'est aussi, et ça a été évoqué, notamment avec les diagnostics, c'est aussi peut-être une possibilité pour les experts comptables de pouvoir être force de proposition et de conseil sur cette réforme et de vraiment, pour une fois, facturer le temps passé sur cette, comment dirais-je, sur la mise en route de cette réforme avec une vraie valeur ajoutée en apportant un diagnostic et un livrable, surtout un livrable. Alors, j'ai vu passer que oui, le livrable, il fait plusieurs pages, mais justement, c'est pas que le livrable, c'est aussi le conseil de l'expert comptable qui est derrière et de l'aider dans la prise de décision et d'être avec lui pour lui expliquer, prendre le temps de le lire ou de lui expliquer tous les termes qui va lui paraître complètement peut-être assez difficiles et qui est aussi une porte d'entrée pour du suivi sur la mise en route de cette réforme et revoir l'organisation justement l'organisation des entreprises. Parce que mine de rien, on parle beaucoup de notre transformation de métier, surtout au niveau des collaborateurs, avec des outils où on a pas mal d'IA et de digitalisation, où on commence à gagner du temps. L'idée, c'est aussi de profiter de ce temps, un temps soit peu, si on arrive à le dégager, d'être prêt pour cette réforme et d'avoir des vraies missions à valeur ajoutée là-dessus. Bon, ça, c'est aussi un avis personnel à la personne. Juste, je veux souligner que là, je vous ai présenté le livrable pour l'auditeur, le diagnostiqueur. Mais il y a bien entendu dans notre produit un livrable pour le client qui fait quelques pages, pas des dizaines de pages, qui est pédagogique et plus synthétique. Ok, eh bien, moi, par rapport, il y a quand même eu des questions techniques qu'on n'a pas forcément eu le temps d'aborder, mais je vous renvoie au replay
sur certaines de vos questions. Vous retrouverez les réponses dans les replays où c'est bien expliqué quand on est en B2B, le e-reporting en B2B, le e-reporting en l'international et en B2C, avec les données de transaction et les données de paiement, et puis notamment les histoires de décades où ça a été aussi évoqué. Donc, je vous renvoie aussi au replay. Est-ce que vous voulez, Marc, Estelle et Samuel, ajouter quelque chose peut-être pour conclure sur ce webinaire? Je vous en prie. C'est Estelle et Samuel. Peut-être au niveau de la communication, je crois que j'ai vu passer une question, savoir s'il y avait des formations en présentiel. Donc, début novembre, la délégation Île-de-France qui organise une conférence sur une demi-journée à destination donc, des professionnels. Hein. Donc, je ne sais pas si le CROEC Île-de-France a été invité. Bon, c'est peut-être un peu tôt, hein, c'est début novembre, mais en tout cas, on va leur en parler pour voilà, que si vous souhaitez participer à cette présentation et poser vos questions à ce moment-là également. Voilà. Ok, bon, bah écoutez, très bien, merci. Moi, je voudrais juste... Pour terminer, je pense qu'Estelle, elle a bien résumé notre message actuellement. C'est on a conscience, nous, des GFIP, que la réforme, elle est compliquée, qu'il faut accompagner tout le monde. Et c'est pour ça, avec cette invitation qu'on pousse, qu'on vous montre qu'on est là, je pense, et qu'on se mouille la chemise, qu'on va dans l'arène pour défendre et présenter la réforme, et embarquer un maximum les acteurs, les assujettis et les acteurs et vous pour nous aider à embarquer tout le monde au 1er septembre 26. Je voudrais ajouter simplement, Amélie, que l'encre n'est pas tout à fait sèche sur les cas d'usage et on y travaille beaucoup. Pour notre groupe de travail, on en est à la 9e réunion, mais pour les autres, il y en a toute une série et vous n'imaginez pas la masse de travail qui est accomplie aujourd'hui. Donc, venez ou remontez des cas d'usage. On a vraiment besoin du retour terrain parce que c'est maintenant qu'il faut le donner. Plutôt qu'à posteriori, on dira on n'avait pas prévu, il faut les soumettre à la DGFIP, il faut les soumettre à la IFE, ces cas d'usage. Moi, je vous invite à suivre les publications AFNOR, surtout. Je vous ai mis le lien là en bas, vous avez tous les liens possibles. Vous pourrez aller chercher les normes. Il y a déjà 2 normes prépubliées. Il faut aller regarder tout ça. Et puis venez aux universités d'été, puisque avec la DGFIP, on anime un atelier sur le sujet, Amélie. Donc, avant même le congrès, là, c'est l'occasion de réactualiser les informations. Dans l'été, il y a des choses qui vont évoluer. Exact. Donc, effectivement, il y a de toute manière, aux UE, il y a des parcours donc, qui vont être mis en place sur la facture électronique, où je sais que vous intervenez, Estelle et Samuel et monsieur Rabineau, je crois. Donc, on peut peaufiner ça effectivement aux universités d'été et actuellement au niveau de l'ordre, sur l'outil PON, PON, plateforme des outils numériques, sur le CROEC Île-de-France, on essaye aussi de répertorier, on commence à répertorier les PDP, mais non pas pour faire un benchmark, mais si faire un benchmark, mais pas mettre d'avis, pas forcément mettre d'avis, mais en tout cas voir ce que chacune peut proposer et se différencie par rapport aux autres. Donc ça, c'est sur l'outil PON. Claire, je ne sais pas si tu pourras mettre le lien pour l'outil PON aussi dans le chat. Eh bien, écoutez, moi, je vous remercie beaucoup. On en a fini. Et donc, je vous encore merci pour votre présence, Estelle et Samuel. Merci, Marc, pour cette seconde édition sur le e-reporting. Et je vous dis à bientôt. Au revoir, tout le monde. Merci à tous. Au revoir, merci.